la musique est un centre de profit pour Skyrock, dont je m'occupe, et qui représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de Skyrock. Les plateformes de streaming, elles rêvent d'être concurrentes de la radio, surtout Spotify. C'est pas la réalité. Elles ont remplacé qui, les plateformes de streaming ? Elles ont remplacé les magasins de disques. Donc toi, la situation du rap super puissant en France, c'est grâce à Skyrock en vrai ? Oui, c'est ce que je pense. Ok. Et grâce à moi. Et je pense que je suis toujours le plus important. Et que j'ai toujours l'arme atomique. Bon, après, on a fait part belle à Théodora, qui a été la 4e meilleure vente de l'année dernière. Bon, ce qui est bien, ce qui a été formidable, mais il n'est pas sur le podium. Non, je l'ai pas joué parce que fondamentalement, Booba, qui pendant 20 ans, si tu veux, a pris ses campagnes et a joué en frontal, il m'insultait, mais en derrière, on travaillait, a dit sur le précédent album, je veux plus de Skyrock. Il essaye quand même, ça fait 20 ans qu'il essaye d'avoir ma peau, donc qu'est-ce qu'on a à faire que j'ai choisi par opportunité, par goût, par ce que tu veux. On peut pas travailler 30 ans dans le rap, si tu veux, et avoir les pressions qui sont inhérentes à ce milieu sans aimer ça. Mais c'est pas très grave. Je m'en fous. Moi, c'est Florent Le Cerf, fondateur de l'agence 135 qui accompagne une cinquantaine de rappeurs en label services ou business affaires. Vous vous apprêtez à regarder un nouvel épisode de notre podcast Rap Boss, dans lequel on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents directement sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi retrouver nos derniers épisodes en vidéo sur cette chaîne YouTube. J'en profite pour remercier les partenaires de cet épisode, le Centre national de la musique, Legends créateur de certification et Grand Paris Studio. Retrouvez notre livre Rap Boss sur notre site rapboss.fr ou en librairie. Dans ce nouvel épisode de Rap Boss, on reçoit une figure incontournable du rap français, Laurent Bounot. Directeur des programmes de Skyrock depuis plus de 30 ans, il a été au premier rang de l'explosion du rap français. De NTM à Arsenic, de Booba à Rof, de Lafouine à SCH, de Nino à Jul, il a vu passer quasiment toutes les générations. Même s'il a souvent été reproché à la radio d'avoir choisi le rap par opportunisme. Longtemps considéré comme un des hommes les plus puissants du rap français, il a joué un rôle majeur dans la médiatisation du rap et son évolution vers le mainstream. Depuis quelques années, la puissance de Skyrock est remise en doute avec l'arrivée du streaming, des réseaux sociaux, de la concurrence comme DVM. Pourtant, Skyrock ne cesse de progresser dans les audiences avec 3,5 millions d'auditeurs par jour. Dans cet épisode, on va parler de l'histoire de Skyrock, de son business model, des relations entre radio et label, des clashs mythiques, de la montée du streaming, de la fin de l'hégémonie radio, mais aussi de sa vision actuelle du rap français et de l'industrie musicale. Première question, Laurent, toujours la même. À quel moment tu as su que tu voulais bosser dans le rap ? Ça s'est fait progressivement en 95. Ok. C'est arrivé, on a commencé à en jouer 20%, on voyait que ça fonctionnait, on a joué 30%, 40%, 50%, et puis on a officialisé le changement de format, je dirais, en 96, d'une manière officielle. Mais tout s'est fait progressivement, naturellement, je dirais, entre 94 et 95. Justement, toi, t'as commencé il y a longtemps chez Skyrock, mais c'est quoi ton parcours? J'ai commencé à l'origine de Skyrock, puisque moi je suis à la radio qui précède Skyrock, qui s'appelle La Voix du Lézard, qui est une radio, je dirais, à dominante New Wave anglaise. Et j'y rentre officiellement en 85, mais officieusement en 84. T'as quel âge à ce moment-là? En 84, j'ai 19 ans. Donc t'as rien fait avant finalement? Et j'ai eu mon bac. Ouais. Et j'ai fait 1 an de fac, mais grosso modo, je suis parti tout de suite. happé, si tu veux, par ce média. Tu as eu une libéralisation des ondes en 81 grâce à François Mitterrand, qui s'est battu vraiment pour la liberté des ondes FM. On lui doit beaucoup. Ok. Donc tu commences à La Voix du Lézard dès ton plus jeune âge. Comment tu deviens directeur des programmes de Skyrock? Et c'était quoi ta légitimité à l'époque? Je deviens directeur des programmes de Skyrock parce que j'adore la musique et que fondamentalement, on faisait des réunions d'écoute. À l'époque, chaque animateur avait son propre choix musical. Donc on faisait des réunions d'écoute chez le président fondateur de Skyrock et de La Voix du Lézard à l'époque, Pierre Bélanger. Donc on faisait des réunions chez lui d'écoute. Et Pierre a remarqué que je sortais du lot, de par les choix que je pouvais préconiser. Et quand Gérard Belac a quitté Skyrock, il m'a confié la responsabilité des programmes musicaux et derrière la responsabilité des programmes. Voilà. Ok. Et mais du coup, par rapport à ta pertinence que tu peux avoir sur la New Wave, enfin le rock anglais et tout ce qui va avec, j'imagine, comment t'arrives au moment où il y a le switch sur le rap? Mais le switch rap, il se fait 10 ans plus tard. Ouais.
Skyrock naît en 86. C'est une radio qui se veut être une radio de tube, mais qui essaye d'être un peu différente. Or, c'est l'avènement d'Énergie. C'est la Manif Énergie, la radio des hits, c'est Énergie, voilà. Et donc, on s'est retrouvés à faire tous une sorte de sous-énergie, même si nous, on était un peu différents, un peu plus qualitatifs, un peu plus ceci, un peu plus cela. Mais enfin, bon, grosso modo, si tu veux, on faisait pas la différence. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné à devoir faire des choix. Il y a une loi qui est apparue pour protéger la chanson d'expression francophone, si tu veux. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette loi. Et donc, il faut 10 ans pour qu'un genre, à un moment donné, arrive à maturité. Entre le moment où les gens en parlent, où c'est trendy, où c'est incroyable, où c'est le truc qu'il faut, et puis le moment où le public, dans sa grande majorité, commence à digérer le phénomène, il faut une dizaine d'années. Pour te couper vite fait, pour expliquer un peu à nos auditeurs le contexte, en gros, c'est la loi Toulon qui est obligée à avoir un pourcentage de musique diffusée en langue française, voilà, mais aussi un pourcentage de nouveautés, de nouveaux talents. Tout à fait, il y avait 40%, et dont 20% de nouveaux talents. L'industrie était face à un problème, le marché était à 70% ou 60% francophone, et les radios ne jouaient que des artistes anglo-saxons. Donc, il y a un moment donné... Et quand vous faites le switch vers le rap, c'est-à-dire que l'audience qui était là plutôt pour le rock, elle disparaît, elle est remplacée. L'audience n'a jamais été là pour le rock. Ça s'appelait Skyrock parce qu'on venait d'un mouvement New Wave, si tu veux, et le mot rock, si tu veux. Et alors, après, c'est l'histoire de Sky, parce que la marque Sky, elle appartient aussi à Murdoch, et on a dû garder l'ensemble Skyrock, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a souvent cette question, pourquoi vous ne changez pas de nom? Pour des raisons juridiques, en fait, qu'on ne peut pas changer de nom. On doit avoir le nom Skyrock dans son intégralité. Mais grosso modo, non, c'était une radio à dominante rock, mais c'est une radio qui n'était, je dirais, qui était un format top 100. On s'est mis à d'abord avoir une programmation qui est supervisée par un programmateur, ce qui n'était pas le cas avant. Chaque émission avait sa programmation. D'accord. Il y a un programmateur qui a décidé pour l'ensemble. On a numérisé la musique, premier logiciel musicaux comme Selector. Donc on a complètement changé entre 86 et 96. On a utilisé des consultants américains puisque la FM, elle avait 50 ans aux États-Unis et elle avait une expérience que nous on n'avait pas. Donc on a appris notre métier en fait. Ok. Voilà. Et toi, donc du coup, t'es programmateur. Directeur des programmes, ouais. Mais toi... Je suis responsable des programmes musicaux et ensuite directeur des programmes. Ok. Et toi, c'est quoi ton travail au quotidien? Mon travail au quotidien, c'est de faire la programmation pour le lendemain, principale, de toutes les tranches, et de définir la playlist. Ok. C'est d'ailleurs, 41 ans plus tard, c'est toujours la même chose que je fais. Hein. Et donc du coup, toi, t'as pas de... Est-ce que dans ton rôle, est-ce que dans ton scope, tu as une partie management? Est-ce que tu as une partie où tu es impliqué sur la stratégie de Skyrock? Est-ce que tu bosses sur la partie business ou est-ce que tu es vraiment lié à l'édito? À l'époque, j'étais lié exclusivement à l'édito. Et maintenant? Il y avait vraiment... Non, aujourd'hui, si tu veux, la musique est un centre de profit pour Skyrock, dont je m'occupe, et donc, et qui représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de Skyrock, donc il y a une donnée très importante. Donc ce que tu veux dire là, c'est que les deals que tu fais avec les labels pour qu'ils achètent de la publicité sur Skyrock, ça représente quand même 10 à 15% du CA de Skyrock. Ouais. Ok. Ouais. De toute façon, on va être amené à parler un peu plus précisément du business model. Là, l'idée, c'était plutôt de parler un peu de ton rôle à toi, et notamment sur la manière dont tu sélectionnes les morceaux aujourd'hui. Tu dis souvent en interview que tu te bases sur les tops des streams payants. Je veux bien que tu nous expliques pourquoi ce critère et comment tu fonctionnes. Très simple. En 2014, j'écris le rap et la musique préférée des Français avec FIF. Ouais. Qui a à un moment donné les 20 ans qu'on a vécu de 96 à 2015. Et je me dis, attention, ça a complètement changé. À l'époque du CD, il y avait 80 000 morceaux qui sortaient par an. Les artistes étaient produits par les majors. Donc il y avait 3 contrats, mais ceux qui avaient des contrats de distribution, qui est aujourd'hui le contrat type, c'était Goldman. C'était des très très gros artistes qui avaient déjà prouvé énormément. Mais sinon, tu avais des licences et tu avais surtout des contrats d'artistes. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec le streaming? On se retrouve de 80 000 morceaux qui sortent par an à 160 000 qui sortent par jour. Quand j'ai commencé ce métier, la règle première, tu me demandais ce que je faisais de ma journée. La règle première, c'est d'écouter la musique. Il fallait écouter tout ce qui sortait.
Mais déjà, Aujourd'hui, déjà pour 80 000... écouter une journée, j'aurais besoin de 310 jours. Mais déjà, avec 80 000 morceaux, tu les écoutais pas tous. Il y avait un Non, fil, mais grosso modo, il y avait un flux de nouveautés, mais on écoutait toutes les nouveautés. Ok. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il doit y avoir une sélection en amont. Ouais. Les plateformes de streaming, elles rêvent d'être concurrentes de la radio, surtout Spotify. C'est pas la réalité. Elles ont remplacé qui, les plateformes de streaming? Elles ont remplacé les magasins de disques. Elles ont remplacé Carrefour, Auchan, la Fnac, Virgin Megastore qui n'existent plus. La priorité aujourd'hui, c'est ça. Le business, avant c'était ces distributeurs-là. Les plateformes de streaming, elles ont remplacé ces magasins. Et pourquoi elles remplacent pas la radio? Elles remplacent pas la radio parce que fondamentalement, la radio est un mass média qui vise le plus grand nombre à un instant précis. Alors que l'ADN des plateformes de streaming, c'est la fanbase. C'est tout le modèle économique. On est passé d'un capitalisme horizontal, c'est-à-dire que c'est le nombre qui fait le succès. Donc tu as un prix constant, à un capitalisme vertical où fondamentalement un très peu de gens, si tu veux, qui surconsomment, te font le business. Ceux qui ont compris ça avant l'industrie musicale, c'est le luxe français d'ailleurs. Et c'est eux qui l'ont compris d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des très grands créateurs de mode, des très grandes marques de mode, et puis ensuite, ils ont fait l'offre et la demande. Et si à un moment donné, on n'a que 1000 sacs, avant, le créateur se disait, je ne peux pas le vendre plus de 300 €, c'est indécent. Maintenant, ils le vendent 1000, 2000, 3000, 4000, en fonction de l'offre et la demande. On a changé de modèle capitaliste. Et ce que tu dis, toi, c'est que du coup, trop de morceaux, donc tu dois sélectionner. Non, mais toi, c'est impossible de sélectionner. Donc, et puis, faut être clair. Moi, j'ai 61 ans. Donc, je vois beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui. Tu vois, Booba qui dit 50, machin. Ouais, tu vas voir les 10 ans qui viennent. Il y a un cap pourtant entre les 50 et les 60. Bien sûr qu'il y a un cap entre 50 et 60. Il y a un cap entre senior et dinosaure. et c'est un cap difficile. Et honnêtement, j'ai créé un système où les fanbases, c'est eux qui décident. Mais du coup, pourquoi le stream payant? Parce que le payant permet de faire un écrémage sur la tricherie. Ok. J'ai jamais pris YouTube en considération. À cause de ça? Bien sûr. À partir du moment où, fondamentalement, YouTube est en 0 rating, c'est-à-dire gratuit dans les pays africains, dire, la triche coûte rien. Et fondamentalement, les scores qui sont annoncés sur notre territoire sont des scores qui sont la plupart du temps mondiaux. Donc il y a énormément. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de choisir. D'abord, ce qui est le plus important pour l'industrie musicale, on est quand même partenaire, et c'est le streaming payant qui est important pour eux. C'est ça qui est rémunérateur, et surtout, à un moment donné, permettre de réguler la triche. Parce qu'on entend parler quand même depuis 10 ans ou 15 ans, dès qu'il y a quelqu'un qui a du succès, il triche. Enfin, c'est infernal. Bon, c'est lié aussi à l'ADN de cette musique. Mais tu peux tricher avec du streaming payant aussi. Ah bien sûr, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ok. Je regarde surtout le midweek. Ouais. C'est surtout ça qui est important, c'est le lundi. Mais les titres sont sortis le vendredi, je regarde surtout le lundi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te contentes pas de dire, ok, j'ai besoin de rentrer 10 morceaux, je prends les 10 premiers. Non, mais d'abord, tu fais quand même une sélection par chose, on est sur un format à 40 titres. Ouais. Quand tu rentres 4 titres, tu changes 10% de ta programmation. Ouais. 10% de ton audience, c'est gigantesque. Ok, donc tu rentres 3-4 titres par semaine maximum, quoi. Tu rentres, entre 12 et 15 titres par mois, ce qui est déjà incroyable. C'est-à-dire qu'en un mois, tu as pratiquement renouvelé à 40 ou à 50% ta playlist. Et un morceau qui sort de ta playlist parce qu'il baisse dans le top? Oui. Ok. Parce qu'il baisse dans le top ou dans les tests. Parce que le top, c'est l'industrie musicale. Maintenant, il y a eu ce qu'il faut savoir, et on en revient à la loi des quotas, ce qui a préfiguré la loi des quotas, si tu veux, c'est que les radios, quand elles sont professionnalisées, elles ont mis en place des études. Où elles se sont dit, les ventes, c'est très bien, mais c'est l'industrie musicale, les ventes. Nous, c'est pas le goût de nos auditeurs. Donc, on fait des tests sur nos auditeurs. Okay. Après, on choisit une population précise et on leur demande ce qu'ils pensent du morceau. Okay. Donc, ce qui est important, c'est... Pour l'industrie musicale, c'est le classement. Mais ce qui est important pour moi, pour mon audience, c'est pas le classement, c'est les tests. Mais même pour entrer dans les tops, on est d'accord qu'il y a plusieurs morceaux qui pourraient être éligibles à encore appeler Skyrock, puisqu'ils sont dans les top streaming. Et moi, pour bosser avec des artistes, en général, le label dit, moi, je vais pousser. Une fois qu'on est arrivé dans le top midweek, on va aller pousser auprès de Laurent. Est-ce que toi,
il y a quand même un impact. J'imagine les relations que tu as pu créer avec différents boss de label. Est-ce que toi, tu te dis non, t'es Non, pas... l'impact principal, c'est le classement. Mais à partir du moment où tu es dans le classement, s'il y a 10 morceaux qui rentrent dans le classement, t'en rentres 4. Mais ils rentrent pas tous, si tu veux, à la même position. Ouais. Là, jamais. Donc, fondamentalement, ensuite, tu fais des choix. Donc finalement, l'impact des attachés de presse ou labels sur toi, il est limité. À l'impact des attachés de presse, il est extrêmement limité. La seule chose qui est importante pour moi, c'est à la limite le patron du label, celui qui a c'est la décision marketing. Parce qu'il y a la décision de lancer après le titre. Parce que rentrer 20e, très bien, mais c'est pas ça qui va faire le succès et la popularité du titre. C'est le jouer 6 mois. Et pour ça, il faut que d'abord, et c'est pour ça que je demande un investissement marketing de la part des boîtes, à l'entrée, il faut d'abord rester. Donc concrètement, c'est de dire, je rentre ton morceau sur Sky, dans ma playlist, en échange, tu prends des spots de pub dans ma radio. Exactement. Ça revient un peu à acheter la place. Non, ça revient pas à acheter la place parce que fondamentalement, d'abord, tu peux avoir des artistes qui disent moi je veux pas acheter. Et dans ce cas-là, à un moment donné, dans ce cas-là, on travaille pas ensemble. Tu vois, je veux dire pas de problème. Ensuite, si tu veux, ce qui a été dit aux États-Unis, le Pepper Play, aux États-Unis, c'est des radios locales. C'est pas des réseaux nationaux. C'est des radios locales. Et les mecs touchaient des enveloppes sous la table. C'est ça. Mais là, c'est du play. C'est moi qui choisis le titre que je veux rentrer. Et ça coûte combien ? Ça dépend. Le ticket entre 15 et 20 000. Ça dépend. Entre 15 et 20 000. Et s'il veut continuer. Et en fait, il y a aussi cette notion de. Si le titre il reste longtemps, il faut réinvestir, j'imagine. Non. Après, c'est que c'est les tests c'est de la pub. Il y a, si tu veux, dans ma réflexion, il y a on a vraiment besoin de cette campagne au départ. Un titre, il rentre parce que tu as la fanbase du départ. Alors, sa fanbase va peut-être le réécouter en semaine 2. Ouais. Moi, je suis là pourquoi ? Je l'ai dit. De 96 à 2015, je suis fusée et orbiteur. Fusée, c'est ce qui propulse le titre dans le succès. Orbiteur, c'est une tâche ingrate, mais c'est comme passer, si tu veux, faire des ronds autour de la Terre, et à chaque fois que tu fais un tour, tu passes par la case départ et tu gagnes 20 000. Et le plus important pour les artistes, là où l'argent se situe, c'est dans l'orbite. C'est pas dans le démarrage. Donc ce que tu veux dire, c'est que maintenant les artistes, grâce aux réseaux sociaux et tout, font exposer leur titre. Voilà. Et toi, après, tu le fais tourner. Exactement. Et moi, je le popularise. C'est-à-dire que moi, j'ai 3,5 millions de personnes. Par exemple, aujourd'hui, le numéro 1 single, c'est Aya Nakamura. Mais dans les tests, elle est 48e. Aujourd'hui. Dans les tests ? Dans mes tests à moi, elle est loin. Dans 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, elle va commencer. Parce que c'est très long. Mais bien sûr, c'est très long à rendre un titre populaire. Populaire, c'est pas à un moment donné, on s'agite. Récemment, il y a eu quelque chose qui a fait un peu de bruit. C'est le fait que tu aies programmé Willy l'Ancien. Bon, c'était un buzz qui a été créé par le motif. Je pense par Booba aussi, un peu, parce qu'il avait pris position sur l'IA dans son émission et qui était d'ailleurs qui était intéressante. D'ailleurs, sa position, je la trouvais assez brillante. Tu partages ton avis sur l'IA ? Oui, je trouve qu'il l'utilise comme un outil. Après, c'est plus qu'un outil, donc il faut être extrêmement méfiant, mais c'est quand même très excitant. Donc voilà, j'en avais rentré un titre sur une radio africaine qui était Minuit Ski. 2-3 semaines avant, il n'y avait absolument aucune polémique. Là, c'est eux qui ont créé la polémique. C'est le motif et le poste de Booba, après, on m'a interrogé là-dessus et j'ai joué le jeu. C'est rigolo. Et tu vois ça comme une menace pour les maisons de disques ? Est-ce que ça leur fait pas peur quand toi, Skyrock, tu joues ? Parce qu'en plus, tu vas jouer sur une radio, tu vas jouer en national ? Non, je l'ai joué. Après, moi, je programme, si tu veux, toutes les radios en Afrique de Skyrock. Sur le même principe, c'est-à-dire que j'utilise des classements qu'on appelle Mobi Radio nous, sur la base de classement, si tu veux, streaming, pareil, sur chacun des pays et des villes concernés. Et donc, le titre, il était remonté, voilà, et donc je l'ai rentré. Et là-dessus, il n'y a pas d'investissement marketing. On est sur une économie de Mobi Radio, donc là-dessus, je programme... Et tu devrais le programmer sur Skyrock France ? Non, pas pour le moment. Pour le moment, d'abord parce qu'il n'est pas... Moi, mon classement principal, c'est pas le classement des plateformes. Oui. C'est le classement du Snap. Tant qu'il n'est pas dans le top Snap, il n'y a pas de sujet. Le top Snap, a priori, si tu veux, le Snap n'a pas reconnu Willy l'Ancien comme morceau. Ok. Comme la SACEM, donc il n'est pas classé. Okay. Je suis très étonné, d'ailleurs, par exemple, Triangle des Bermudes, il y a 2 titres récemment. Ouais. Le titre avec Aya. Distro Kid. Quand c'est Distro, ça passe pas. Ils ne sont pas. Et du coup, toi, tu le rentres pas ? Ben non.
Même si tu sais qu'il y est pas parce que c'est DistroKid et que DistroKid ne communique pas ces chiffres. Oui, on est... T'as des règles Moi, je suis dans un système, je fais partie d'un système. Moi, j'ai réfléchi, c'est intéressant tes questions. Après, j'espère que les gens comprendront parce que c'est quand même Après, subtil. l'audience de Rap Boss, pour le coup, capte ce genre de choses. Tu m'interroges sur ce qui est le fond du système, c'est-à-dire les rouages du système. Ouais. Moi, je fais partie d'un tout. Je fais partie d'un tout. J'ai été celui qui a popularisé, c'est-à-dire qu'on est le seul pays quand même en Europe où la scène urbaine locale représente plus de 60% du marché. Et ça, pour toi, c'est Ça existait. En Allemagne, il y a eu une percée. En Angleterre, il y a eu une percée. Mais comme il n'y avait pas de médias ou de mass médias auparavant, la percée est retombée et aujourd'hui, la pop est repassée devant. Donc toi, la situation du rap super puissant en France, c'est grâce à Skyrock en vrai. Oui, c'est ce que je pense. Ok. Et grâce à moi. Et je pense que je suis toujours le plus important. Et que j'ai toujours l'arme atomique. Ok. Mais on le verra. Là, ça va être le jeu. Je vais pas jouer l'album de Booba. J'ai pas joué Dolce Camara. Il est allé jusqu'au bout quand même. Il y a une bataille qui a été intense. Il a même été insulté. Il est sorti de piste. Et ça a explosé quand même Dolce Camara, même si il a réussi à faire son plus gros succès single. Donc il arrive quand même. Il y a une bataille. Et quand tu vois ça, est-ce que ça montre pas que finalement, quand c'est énorme comme ça, l'impact de Skyrock, il est marginal? Parce que toi, c'est un peu une défaite de ne pas jouer le jeu et qu'à la fin, ça pète quand même. Attention au procédé, je vais dire une chose. Entre une campagne et aller se manger un procès, quitter X, comme il a fait avec Demdem, je ne sais pas s'il est gagnant. Okay. Oui, ça sera à lui de le décider, ça. Mais non, je crois pas. Je pense qu'à titre... Non, mais après ça, je vais dire une chose. Un titre génial reste un titre génial et c'est magique. Si je fais ce métier depuis 41 ans, c'est que la musique, c'est magique et que c'est fantastique. Donc, est-ce que, fondamentalement, tu peux avoir des titres où l'impact de Skyrock n'est pas indispensable? Oui. Mais du coup, tu dis que tu l'as pas joué parce que c'était Booba ou par rapport aux paroles? Non, je l'ai pas joué parce que, fondamentalement, Booba, qui pendant 20 ans, si tu veux, a pris ses campagnes et a joué en frontal, il m'insultait, mais en derrière, on travaillait, a dit sur le précédent album, je veux plus de Skyrock. Ok. Bah, il essaye quand même, ça fait 20 ans qu'il essaye d'avoir ma peau. Donc, il y a un moment donné, il s'est dit, il faut vraiment que je me mette en harmonie avec mes actes. Ok, c'est-à-dire que toi, tant que, même si vous étiez en confrontation publique... Moi, je veux dire, en confrontation publique, c'est de la promo. Okay. J'en ai rien à foutre. Okay. Si aujourd'hui je suis là, c'est que au départ, ma première médiatisation, c'est des artistes qui parlent de moi dans leurs morceaux. J'ai rien demandé, moi. Je fais pas un métier qui est d'être présent sous la lumière. C'est pas mon job à la base. Est-ce que ça te sert cette médiatisation ou même pas? Non, ça me fait plaisir. Ouais. Là, je me fais plaisir. Et là, on parlait de Booba parce qu'effectivement, Booba, ça fait des années qu'il t'attaque. Oui. Notamment depuis le départ. Enfin, je veux dire pratiquement depuis le départ. Parce que lui, il est arrivé. Lui, il a vraiment eu une vraie aigreur, c'est que le moment où il aurait dû exploser, qui était le premier âge d'or, il était en prison pour un truc à la con. Et voilà, donc il est arrivé derrière, et c'était le moment où les majors ne voulaient plus signer du rap, donc ils ont galéré avec Lunatic, donc qui est quand même un album légendaire, donc il a livré artistiquement. Mais aujourd'hui, il reproche à toi, mais globalement à Skyrock, d'avoir choisi rap par opportunité et de ne pas venir de cette culture. Et alors, même si j'avais choisi par opportunité, je l'ai choisi. Et aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, c'est le seul pays européen et dans le monde, puisque le hip-hop aux États-Unis est en train de s'effondrer. Donc si tu veux, qu'est-ce qu'on a à faire que j'ai choisi par opportunité, par goût, par ce que tu veux? On peut pas travailler 30 ans dans le rap, si tu veux, et avoir les pressions qui sont inhérentes à ce milieu sans aimer ça. Mais c'est pas très grave. Je m'en fous. Mais et alors? L'important, c'est ce que tu fais. Dans l'amour, ce qu'on dit, l'important, c'est l'épreuve d'amour. Ben voilà. Donc, il a le droit de dire il l'a choisi par opportunité. Comme, fondamentalement, la première interview que j'avais donnée en 96 ou 97, parce que tu avais le démarrage du premier âge d'or. Ah, c'est la loi des quotas. Et la loi des quotas a joué un rôle. Mais il y a quand même eu, à un moment donné, un choix où on s'est dit... On y va. Mais en fait, vous avez tenté de mettre du rap, et puis quand ça a fonctionné, mais on a tenté. Mais personne n'a tenté. Oui. On était 200 radios. Personne n'a tenté. Ok. Donc fondamentalement, en soi, tu lui donnes pas forcément tort en disant qu'il dit une opportunité. Non, mais on n'est pas sur le même. Je lui donne pas ça tort. Il a le droit d'avoir il a le droit de penser ce qu'il veut.
Et sur mes choix, il a le droit de penser ce qu'il veut. Bien sûr que non. Maintenant, j'ai fait. Et c'est une réalité et qui profite à tout le monde aujourd'hui. Et justement, j'ai l'impression que, et ça je veux bien avoir ton avis, pour moi, pour bosser avec des artistes, les accompagner, etc., dès qu'on parle de Skyrock, il y a encore, chez les labels, chez les majors, il y a vraiment un truc de Skyrock, c'est la surpuissance. Bah oui. Et les artistes... Parce qu'ils le voient dans les chiffres. Parce que les artistes, pour le coup, eux... Ah non, mais les artistes, ils sont dans le... Mais ils sont dans ton, ils sont dans ton énoncé au départ. Il était puissant avant. Non. Pourquoi alors, je suis toujours... Ah ben, je suis même encore plus puissant. Puisque là, le rêve que moi j'avais, si tu veux, est même dépassé. Je te parle du rêve des stades. Par exemple, j'aime pas les festivals. Ouais. J'aime pas les festivals. J'aime pas ça, c'est un truc qui m'emmerde. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est les stades. C'est vraiment un truc, j'ai toujours adoré les stades. Je suis fanatique des stades, les plus grands stades du monde, j'adore ça. Donc, si tu veux, j'ai toujours développé les concerts dans les stades. Je voulais qu'on sorte justement de festivals où il y a tellement de festivals en France qu'on ne sait plus où donner de la tête. Si tu veux, c'est comme le jour où tu écoutes le moins la musique, c'est le jour de la fête de la musique. Fondamentalement, si tu veux, il y en a trop. Je veux dire, il y a la moitié des villages en Europe se situent en France. Et chaque village a son festival, donc on s'en sort plus. Enfin, genre, Quand tu vois un festival comme Yardland, qui est quand même une réussite, tu dis pas que c'est Skyrock qui aurait dû faire ça? Non, je trouve que c'est triste de porter un nom anglo-saxon. Ok. Comme il s'appelle Golden Coast. Je trouve ça triste. On a développé un truc. Moi, quand je suis arrivé, la jeunesse n'aimait que l'anglo-saxon. Après, Sky, je veux dire, on faisait des tests. Quand je te parlais du marché. Après, Sky, c'est pas un mot français non plus. La Voix du Lézard, c'était français. Mais Skyrock, c'est pas mon choix. Skyrock, c'est la radio du président fondateur de Skyrock, qui est Pierre Bélanger. C'est sa radio. C'est lui qui décidera. Yardland, au-delà du nom qui est effectivement... je trouve, non, c'est un nom qui ne symbolise pas pour moi le futur. Mais pour le coup, ils ont mis en avant beaucoup d'artistes français. Oui, très bien. Et tu dis pas que Skyrock aurait pu faire un festival à cette hauteur-là? Non, mais je veux dire, on a fait un festival qui s'appelait Urban Peace. On l'a fait 3 fois. Ça y est, ça va. Urban Peace, c'était super parce que je voulais un stade, le Stade de France, qui symbolise le succès. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, chaque artiste le fait. Le stade, tout seul. Il n'y a plus besoin. Mais quand tu disais à l'instant que tu penses être encore plus influent qu'avant, mais il y a quand même une époque où c'était de notoriété publique que les artistes te demandaient de choisir les singles. Mais c'était une époque où fondamentalement, ce que je faisais n'avait pas de valeur ajoutée pour la compagnie. C'est-à-dire que c'est bien beau de décider, en effet, que les patrons de label viennent avec les artistes dans mon bureau et qu'on décide du single. Bon, qui était un choix qui était à un moment donné orienté aussi. Si tu veux, un patron de label, s'il était malin, il s'arrangeait, si tu veux, pour qu'à un moment donné, tu arrives à coïncider. Il savait d'abord, il me connaissait très bien. Il savait aussi à un moment donné ce que j'allais lui répondre. Donc les gars, ils étaient là, si tu veux. Bon, oui, mais cette valeur-là, le fait que dans mon bureau, j'ai des Kanye West, j'ai des Didi, j'ai des Eminem qui viennent, ou 50 Cent qui viennent faire écouter leur album pour que je leur dise qu'à un moment donné, on comprend rien de leur parole puisque c'est en anglais et que fondamentalement, c'est ce titre-là et ce titre-là. Très bien. OK. Mais tout ça, si tu veux, oui, c'est de l'influence, mais c'est une influence qui n'était pas génératrice d'argent. Donc, ça n'avait pas réellement de l'intérêt. Tu fais plus d'audience maintenant qu'au début des années 2000 ? Aujourd'hui, on est première radio de France des moins de 50 ans, ce qu'on n'était pas dans les années 2000. Or, la tranche, quand même, principale, c'est 25-49, et c'est surtout 35-49. C'est-à-dire que les plus jeunes, les 13-19 qu'on a perdus, par contre, on a progressé sur les 35-49 d'une manière importante. Notre audience aujourd'hui, c'est grosso modo 30% de 13-24, 60% de 25-49 et 10% de plus de 50, de 50-60. Okay. Voilà, à peu près. Je te dis, c'est à peu près ça, la tranche. Donc, si tu veux, on a progressé. On est première radio de France des moins de 50 ans. On est première radio musicale le week-end, depuis 5 mois. Devant Énergie. Devant Énergie. Je pense qu'à tranche musicale tranche musicale, bataille, tranche musicale contre tranche musicale, on est devant eux. Nostalgie joue aussi, mais c'est un format gold, c'est autre chose. On est première radio dans les agglos de plus de 20 000. C'est-à-dire qu'Énergie nous bat que grâce aux communes rurales, c'est-à-dire les villes de moins de 20 000 habitants. Parce que vous avez moins voilà, parce qu'on a aussi moins d'émetteurs. Je veux dire, bon, grosso modo, on a une meilleure audience aujourd'hui. Et on est 5e radio de France. Est plus gros en 2026 qu'en 2015 ou qu'en 2005 Elle est plus grosse dans le marché de la radio en 2026 qu'elle l'était en 2015, oui. C'est clair.
Ok. Et c'est marrant parce que on a quand même l'impression que vous aviez, de par le fait de choisir les morceaux, de fait qu'il n'y avait pas le streaming, on avait quand même l'impression qu'il y avait plus d'influence de la part de Skyrock il y a 10 ans. Non, mais parce que si tu veux, il y a plein d'histoires où je te dis, tous les artistes, les plus grands artistes de cette planète sont venus dans mon bureau. Donc, Mais ils viennent c'est plus logique. aujourd'hui. Non. Mais non, aujourd'hui, ils viennent. Non, mais d'abord, tu viens une fois, deux fois. D'abord, les Américains, il y a un vrai gros problème. Là, il y a un vrai souci. Là, il y a vraiment danger. C'est pour ça que je te dis que je trouve que Yarlande, c'est pas forcément une bonne idée. Comme nom. Mais Golden Cause, pareil. Moi, mon sentiment, il y a deux choses sur l'histoire, le développement de la scène urbaine francophone. Ouais. Soit on va se passer la même chose qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les artistes, en fait, ne sont pas conscients des véritables enjeux, ne sont pas conscients, et c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui décident. C'est eux qui ont le pognon. C'est eux qui décident. C'est eux qui gèrent leur propre... C'est plus dangereux pour toi d'avoir des interlocuteurs artistes qui ne comprennent pas forcément l'intérêt d'investir. Là-dessus, je suis d'accord avec Booba lorsqu'il parle de DA. Il a parfaitement raison. Sauf qu'il n'y a plus de directeur artistique, mais ce n'était pas les directeurs. Les directeurs artistiques d'une maison de disques, ils avaient le droit, oui ou non, ton morceau sera sur l'album. Ouais. C'est eux qui décidaient. Quand tu avais un contrat d'artiste, c'est eux qui décidaient. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas. L'artiste fait sa propre DA. Le public est roi, avec les fanbases et les réseaux sociaux. L'artiste est roi. C'est lui qui décide. Où, quand, comment, c'est lui qui décide. Ben, je te le dis, la plupart du temps, ils n'ont pas, comme ils pensent être bons partout, ben, la réalité, souvent, ils ne sont pas bons dans plein de choses. Et donc, il y a énormément d'erreurs qui sont faites. Donc, soit le mouvement rap francophone suivra le mouvement des États-Unis et ça va se casser la gueule, soit on va s'en sortir grâce à l'Afrique. C'est pour ça que je programme les 4 radios africaines, Skyrock Casa, Skyrock Alger, Skyrock Tunis et Skyrock Abidjan. Donc, moi, mon sentiment, si on arrive à conserver ce bloc, la scène urbaine francophone, avec l'Afrique, la scène urbaine francophone s'en sortira. Sinon, il se passera la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça se cassera la gueule. Je prends 30 secondes pour vous parler du livre Rap Boss, comprendre les coulisses de l'industrie musicale. C'est un ouvrage qui reprend 10 interviews du podcast, réécrites sous forme de portraits. J'ajoute des explications et du contexte que je n'ai pas eu le temps de développer lors des interviews. En plus, à la fin de chaque portrait, il y a une fiche pratique de 2 ou 3 pages sur un sujet clé de l'industrie. Le rôle du manager, les contrats d'artistes, la distribution ou encore le système de vente et de certification. En clair, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé dans le business de la musique. Il est dispo sur rapboss.fr, sur Fnac, sur Amazon et désormais aussi en e-book en version digitale. Tous les liens sont en description. Avant de passer plutôt au business model de Skyrock, j'ai une dernière question quand même à te poser, parce que là on parle beaucoup de l'influence, effectivement en particulier, c'est que de ce que je comprends, l'audience de Skyrock est plus puissante maintenant qu'avant. Elle n'est pas plus puissante, parce qu'on avait 4 millions. Mais par contre, on était 8e radio de France, aujourd'hui on est 5e. Okay. Toutes les radios se sont cassées la gueule, mais Skyrock a fait un effort... Et moins d'auditeurs, mais là où tout le monde se casse la gueule... Non, mais l'énergie part de 14, ils sont aujourd'hui à 7. Okay. Moi, au mieux, j'étais à 8 points, avec un point qui était moins haut que ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à 6. Okay. Si tu veux, on est quand même la radio qu'avions, par le phénomène, j'ai redonné, en 2015, le pouvoir aux fanbases. Parce que prendre le classement du streaming, c'est prendre le classement des fanbases. Mais les fanbases, c'est tout petit. Ça veut dire que mon travail à moi, c'est de populariser le titre. Okay. Mais le problème, c'est que la communication sur le réseau était très en amont, et ceux qui sont intéressés, toi, t'arrives après, donc les mecs te disent « Ah, t'as moins d'importance ». Non, t'as pas compris ce qu'était le business. Et justement, par rapport à ça, Bouscapé, il sort un classement tous les ans des personnalités les plus influentes du rap français. Ouais, je devrais être premier tout le temps. J'ai jamais, ça m'a toujours fait rigoler, ce classement. Okay. Je vois pas sur quels critères ils le font. En plus, qu'est-ce que tu vas mettre avec des patrons de labels ? Enfin, ça n'a pas de sens. Celui qui, à un moment donné, a 200 à 250 000 personnes à chaque instant, si tu veux, et qui décide pour ces 250 000 personnes, c'est moi. Okay. Personne d'autre. Donc pour ça toi, soit à ma table. Tu restes, en 2026, l'homme le plus influent du rap français. Oui, enfin, le plus influent, si tu veux, tout dépend. Sur la création, non. Sur la création, c'est les artistes, de toute façon, c'est eux qui décident. En gros, le plus influent, mais dans le business, oui. Dans le business, oui. Okay. On peut me dire tout ce qu'on veut. Mais pourquoi la France est à 60% et que tous les autres pays en Europe sont qu'à 20, voire 15 ? Tout simplement parce qu'il n'y a eu aucun média dans aucun de ces pays FM qui a eu la puissance qu'a eu Skyrock.
D'ailleurs, Skyrock, et on en fait un jingle, est la première radio urbaine mondiale. Parce que les radios, c'est des radios américaines. Donc, si tu veux, les radios américaines sont des radios locales, elles ont moins d'audience que nous. Ok. Donc, si tu veux, nous, on a un marché. Maintenant, ce qui va être important, ce qui était intéressant, c'était l'Empire, c'était bien. J'ai bien aimé, parce que c'était un bouquin... Tu parles du livre, je parle du bouquin, très bon bouquin. Mais tu vois, qui terminait avec la note du SNEP de 2024, le rap se casse la gueule. Ah, ben, quand ils ont vu 2025, 2025, ils étaient déçus, le rap le urbain francophone est remonté très fortement. Et c'est dommage, la polémique sur Gims ou sur Jul. Jul a réussi, ils ont des règles qui ont été faites pour des artistes de pop qui streamaient peu, notamment les bundles, si tu veux, avec les places de concert, ont été récupérés par des rappeurs, ils les ont fait exploser. Mais ils n'ont pas triché. Là, tu parles des artistes qui, quand ils vendent leur stade, je parle du numéro 1 des ventes l'année dernière, qui est Gims. Ouais. Pour moi, quand j'entends une playlist ne doit pas être un album ne doit pas être une playlist évolutive. Et une idée brillante, c'est de se dire, je vais renouveler mon album chaque semaine par la sortie d'un titre, et je vais livrer. En gros, pour donner un peu de contexte, c'est le fait que Gims, dans son album, il rajoute des morceaux qui sortent chaque semaine, exactement. Il en retire d'autres pour garder un certain nombre de morceaux, mais ça lui permet de cumuler les streams de tous ses singles pour faire augmenter son album et que ça devienne le plus vendu. Et le Snap met une règle en disant non, il ne faut pas qu'il y ait trop d'évolution, il faut que ça reste l'album de base. Exactement. Okay. Donc si tu veux, c'est bon. Première fois, Gims est numéro 1 des ventes de disques en France. Magnifique, 550. Parce que n'oublions quand même pas que 2023, 2024, je veux pas... mais c'est quand même, les chiffres sont très bas. C'est-à-dire que le meilleur vendeur de disques, c'est Ouais Renoir, avec 200-250 000. C'est-à-dire le score du 50e album 10 ans auparavant. Et comment tu expliques ça ? Il n'y a plus de mégastar. Comment tu l'expliques ? Si, il a expliqué. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter au marché. C'est ce que Gims et Jul ont su faire l'année dernière. Ils étaient première et deuxième vente. Et la seule chose que le marché a dit, c'est pas bien. Alors, j'entends, hein, j'en ai beaucoup discuté avec mes patrons, avec mes amis patrons de major. Il y a des arguments qui sont vrais. Mais je trouve qu'il y a eu un climat de suspicion autour de ça qui était ridicule. Bon, après, on a fait part belle à Théodora, qui a été la 4e meilleure vente de l'année dernière. Bon, ce qui est bien, hein, ce qui a été formidable, mais elle n'est pas sur le podium. Donc du coup, on a parlé de l'influence de Skyrock, la manière dont tu programmais ton rôle au sein de Skyrock. Ce dont j'aimerais bien qu'on discute, c'est Skyrock et son business model. D'accord ? C'est surtout de la pub. Ouais. Pub radio, c'est la radio principalement. Le digital, c'est exceptionnel, puisque je dirais que l'équipe qui s'occupe du digital de Skyrock, c'est l'ancienne équipe des Skyblog, hein, qui a été, en son temps, le 17e site mondial. Hein. Quand tu dis c'est exceptionnel le digital, c'est-à-dire que la manière dont vous développez le digital... Oui, par rapport aux autres médias, en tout cas aux autres radios musicales, on est vraiment sur deux jambes. Ah ouais. Quand tu fais avec les formats short, on fait plus de 400 millions de vues par mois, okay. On fait pratiquement 5 milliards par an. Ouais. C'est exceptionnel. Donc, okay. C'est une réussite colossale. Maintenant, c'est plus compliqué à la monétiser. Donc, ouais. C'est à ça que... Mais on sent quand même que le marché va de plus en plus et pousse de plus en plus vers le digital. Et donc, votre économie globale, donc sur le chiffre... Déjà, Skyrock, c'est combien de chiffre d'affaires par an ? Skyrock, c'est une trentaine de millions. 30 millions de chiffre d'affaires ? Mais j'avais vu en 2017, je crois, que vous faisiez 20 millions de chiffre d'affaires au niveau du groupe, mais seulement 800 000 euros de résultats. Est-ce que c'est... Ce qui est quand même un taux de rentabilité assez faible. C'est le marché... Et c'est pour ça que le format n'a pas été dupliqué. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres moi, je suis attaqué depuis que ce soit par tout le monde. Par les artistes, par les publicitaires. Je tiens qu'avec mes résultats. Okay. Parce que les gens regardent quand même... Quand tu dis tes résultats, c'est tes résultats en termes d'audience. Mes résultats d'audience et mes résultats économiques, parce que ça, je pèse quand même dans l'écosystème Skyrock. Mais fondamentalement, oui, les publicitaires n'ont pas aimé ce format. Ça a changé, ça, ou c'est toujours aussi dur ? Ça a changé, oui et non. En fait, l'audience est trop jeune, oui elle a pas assez de pouvoir d'achat. Regarde, c'est très bien. Je trouve que les chapitres consacrés aux marques et la forme de condescendance des marques du luxe qui vont vers des artistes américains, mais qui ont du mal à venir vers des artistes francophones, on le voit, il y a toujours.
cette vision, oui, ça a changé, mais bon, le jour où ma régie mettra en avant, si tu veux, La Rafleuse, qui a été 5 semaines numéro 1 du top album, et ses textes, l'eau aura coulé sous les ponts. Toi, ils sont sans arrêt on met en avant les artistes, je dirais, qui font le moins de vagues ou le moins de problèmes. Donc oui, le format n'a jamais été complètement... C'est le rap. Et le rap n'est pas la nouvelle pop. Non. Si le rap était la nouvelle pop, La Rafleuse ferait le journal de 20h. Et donc, mais c'est pas vrai, il le fait pas. Pour revenir sur ça, vous faites après 30 millions de chiffre d'affaires, vous faites combien de résultats après? C'est ce que tu annonçais tout à l'heure. Ouais, donc un truc genre 500 000, 1 million, quoi. Ouais. Ok, donc ce qui est quand même un petit taux de marge. Mais dans ces 30 millions, la part de la publicité, ça représente combien? Dans la publicité, elle représente 90%. Okay. Plus de 90% des revenus. Parce que vous avez aussi... vous faites... En fait, je fais des deals sur les concerts, mais c'est marginal. Ça Il y a des choses... Ça soit à un moment donné, je te touche sur le nombre de places vendues, soit tu vois, tout un tas de parce que vous mettez en avant beaucoup de concerts, donc vous êtes partenaire des concerts, vous touchez un pourcentage. On peut toucher à un moment donné, après le break-even. Ouais. Enfin, ça dépend des producteurs. Chaque producteur... Et ça, c'est toi qui gères ça, de dire je monte sur tel ou tel concert. Ouais. Ok. Et en échange, vous mettez en avant de nouveaux Stade de France de PLK disponibles et vous prenez un pourcentage. Ouais. Ok. Mais ça, c'est marginal. Ça reste marginal. Enfin, c'est pas marginal quand on regarde le profit qu'on fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, tu fais 200 000 euros de plus, sur le chiffre d'affaires, c'est rien, mais sur le résultat, ça fait une différence. Ouais, exactement. Ok. Et à un moment, vous faisiez des compilations? Ça, c'est un truc on a arrêté. Ouais. Parce qu'il n'y avait plus de marché. Ok. Tout simplement. Et du coup, tu parlais que ta partie à toi, qui était liée à la musique, pouvait représenter 10 à 15% du chiffre d'affaires. Ouais. Donc aujourd'hui, le rap français investit jusqu'à 3 millions sur Skyrock par an. Ouais. Oui, alors sachant quand même que si tu parles de la part du rap, et c'est pour ça que les chiffres minoreront notre performance, j'estime à 300 millions à peu près, si tu veux, la part de l'urbain dans l'économie de la musique enregistrée, et peut-être 150, 200 millions dans l'économie du live. Donc sur l'économie de la musique enregistrée. Ouais, je pense qu'on est autour de 500 millions, 600 millions pour l'urbain. Donc tu arrives à capter 1% de la valeur. Ouais, donc c'est très peu. Donc fondamentalement, tu as le droit de venir me dire, écoute, Laurent, t'es moins important que tu l'as été. Ça reste pas grand-chose. Et à un moment, justement, à l'époque où les labels n'avaient pas forcément le streaming pour émerger, j'imagine que tu pouvais faire plus d'open marketing avec eux. Non, pas forcément. Il y a eu, les grandes époques, 2006, 2007, quand Diam, c'est la première rappeuse. Ouais. C'est une femme, qui a été c'est une femme qui a été en France... la première à être numéro 1 des ventes annuelles. Qu'un rappeur, on avait réussi cette performance-là, américain ou français. C'est une femme qui a été numéro 1 en France. C'était un vrai débat, parce que les débats qui se posaient sur la représentation dataient du début des années 2000. T'as gagné pas plus à l'époque pour vous? Non. Et puis je te dis, c'était sympa à vivre. Mais c'est quand même... les dés sont faussés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes décisions sont importantes, mais qu'elles ne déclenchent pas de valeur... Oui, ce que je disais depuis le début, c'est que le marché rapportait moins d'argent. Donc non, le marché rapportait de l'argent à ceux qui ont gagné. Ils avaient des contrats d'artistes et ils faisaient des marges incroyables, les majors, non. Ouais. Mais les majors avaient besoin. Puis si tu veux, ça les arrangeait. Ça les arrangeait d'avoir un mec qui était entre eux et les artistes. Ah oui, mais tu sais, je vais réussir à le convaincre. Oui, limite, pour faire passer leur single, pour convaincre l'artiste de mettre le single, ils pouvaient dire c'est Laurent qui a bloqué. Ouais, quoi. Voilà, c'est lui qui a voulu ou c'est pas lui. Alors oui, bien sûr qu'il y a des choses où je suis intervenu. C'était l'épouvantail, quoi. Tu vois, sur Diam, s'il voulait démarrer avec Ma France à moi, je dis non, c'est trop segmentant. Je choisissais pas ça comme premier titre. Au départ, c'était ça, mais le dernier titre qu'elle avait fait de l'album, c'était La Boulette. Si tu veux. Et oui, il y a des décisions, mais fondamentalement... Mais tu peux comprendre que ça choque les gens, par contre, qu'un programmateur radio arrive à influencer à ce point... Mais il n'y avait pas. En Allemagne ou en Angleterre, il n'y a pas. Quand les mecs viennent ici, ils sont stupéfaits. Pourquoi Paris est le centre du monde? Parce qu'à un moment donné, il y a ça. Mais ça peut être, tu comprends que ce soit choquant. Mais on devrait Parce que tu vois ce que tu dis aujourd'hui. On devrait me faire une statue.
tu veux, pour ce que j'ai fait. Il n'y a pas ça. Si moi, je suis comme Énergie et je continue à faire un clone d'Énergie, si tu veux, ben, je te le dis, on est l'Allemagne, on est l'Angleterre, on est l'Italie, on est tous ces pays où fondamentalement, ça n'a pas marché. Donc, si on a la chance d'avoir cette scène-là, elle est liée à notre travail, oui. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, de ce que je comprends, énergie se casse la gueule là où vous êtes en train de monter, ou en tout cas de se stabiliser, donc indirectement vous montez. Eux, leurs choix musicaux, ils les font comment? Pourquoi ils prennent pas la même recette que toi? Non, parce que je pense que la majorité des radios n'ont pas compris. Même les consultants américains. On a des consultants américains. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit c'est totalement stupide. Les gars, pourquoi les radios américaines et les seules radios qui marchent urbaines américaines sont des radios je dirais, de gold. C'est plus des radios de nouveauté. Et toi, ça fait 10 ans que t'expliques comment tu fais. Pourquoi ils copient pas? Je l'explique pas tant que ça. Ok. Là, je l'explique beaucoup. Parce que je te dis, on fête les 30 ans. Normalement, on fête jamais les anniversaires à Skyrock. Okay. Jamais, parce que, je veux dire, quand t'as dépassé 20 ans, ou même 15 ans, t'étais déjà trop vieux. Mais là, comme c'était un anniversaire, je t'explique beaucoup. Mais sinon, je l'explique pas. Ok. On va continuer à expliquer. Je pense que ça va plaire aux gens. Je sais pas si ça va plaire aux gens. Je sais pas s'ils comprendront, surtout. On est dans un format où, justement, on va dans les détails des contrats, etc. Donc, ils ont l'habitude d'aller dans des trucs assez précis. Donc, je pense que je suis assez confiant là-dessus. Bon. Par exemple, Planet Rap, tu parles de longévité. Ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. Comment tu expliques la longévité de Planet Rap? La longévité de Planet Rap, c'est une idée, c'est qu'un artiste, il peut mentir un jour, mais il peut pas mentir 5 jours. Ok. Donc l'idée, c'est de donner une semaine. Ok. Et c'est ça, c'est ça qui a fait vraiment la clé de Planet Rap. L'artiste a 5 heures pour lui. Ok. Pour qu'on le connaisse, pour qu'on le découvre, pour qu'on découvre son univers, voilà. Ok. J'ai l'impression que Planet Rap a perdu un peu le côté chaotique et naturel depuis le Covid. C'est-à-dire qu'avant, il y a beaucoup de monde dans le studio. Maintenant... Parce que mais c'était pas bien pour l'émission. Ok. Le problème, c'est que le côté chaotique... Alors, DVM a essayé de le récupérer, mais DVM n'a pas de modèle. Planet Rap, c'est une émission qui est première musicale le soir à 20h, mais c'est quand même une audience assez sur c'est 250 000, 300 000. Planet Rap aujourd'hui, c'est surtout 80% de l'audience digitale. Quand justement DVM est arrivé avec un format qui ressemble à Planet Rap à l'ancienne, beaucoup de gens ont dit que c'était la fin de Planet Rap. Toi, tu l'as vécu comment? Il n'y a pas de modèle. Pour moi, quand tu dis qu'ils n'ont pas de modèle, il n'y a pas. Si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Planet Rap, là, pour le coup, et Dieu sait, si j'entends, même mon camarade Le Motif s'est trompé. Planet Rap n'a jamais été payant. Je ne vais pas demander à des artistes qui font à un moment donné, qui doivent composer des freestyles, qui doivent venir pour s'exprimer, qui doivent nous offrir du contenu pour 5 heures, si tu veux, et ramener à un moment donné tous leurs copains, tout le machin chouette. Je ne vais pas leur demander à un moment donné de l'argent. Le modèle de DVM, si tu veux, Planet Rap, c'est une émission d'un ensemble qui s'appelle Skyrock, qui tient sur ses pattes économiquement. Je veux dire, même Bouscapé, qui a quand même fait les flammes, a déposé le bilan il y a 2 ans. Il n'y a pas de média. Oui, mais le seul média urbain qui a réussi à s'en sortir, c'est Skyrock. Les autres, non. Mais tu peux avoir une émission qui n'a pas de business model qui peut quand même te concurrencer. Si un artiste se dit je préfère aller chez DVM que chez Planet Rap, tant mieux. Toi ça t'impacte. Qu'ils aillent chez DVM, qu'ils ont envie. Moi j'en ai rien à foutre. Pour moi ça n'a jamais été un concurrent. Un concurrent, ça serait quelqu'un qui ferait 30 millions de chiffres. Parce que toi tu regardes la concurrence à travers le chiffre d'affaires. Je regarde la concurrence à travers le prisme économique, oui. C'est ce qui fait qu'on peut s'amuser devant des micros à parler comme on le fait actuellement. C'est parce qu'à un moment donné on a gagné de l'argent. Donc le DVM n'a jamais été un concurrent. Okay. Après, je trouve que c'est bien. Et puis, il faut assurer. Planet Rap, si tu veux, c'est toutes les semaines, 44 semaines par an. Et puis maintenant, les équipes de Planet Rap ont créé ce format PR+, qui fait beaucoup parler, où les gens viennent, justement, ils n'ont pas à présenter, ils viennent juste pour faire leur titre. Qui leur permet de faire des images. Ces images sont reprises par TikTok et ça part, et hop, on est reparti. Ok. Et pour revenir sur le côté payant, pas payant Planet Rap, est-ce que c'est comme la playlist? Non, mais il n'a jamais été payant Planet Rap. Mais est-ce que c'est comme la playlist? Ça n'a pas de sens. Tu payes pas Planet Rap, mais par contre, tu dois quand même faire une campagne. Non, playlist n'a rien à voir avec Planet Rap. Ça, il y a que Damso et Booba qui, à l'époque, où Kerry James a attaqué Skyrock très violemment, ce qui m'a attristé d'ailleurs le jour de l'attentat de Nice, si tu veux. Bon, nos amis ont annulé le Planet Rap de Damso la semaine d'après. Moi, un mec qui me dit moi je vais être en playlist, sinon je fais pas Planet Rap, il n'y a pas de problème, il fait pas Planet Rap.
Ok. Donc si Damso m'avait prévenu en amont, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Mais bon, c'était un coup de com' qu'ils avaient fait. Attends, pour remettre le contexte, c'est à l'époque, c'est Damso de faire un Non, Planet à Rap. l'époque, Universal fait en copro avec Booba Damso. Ils me demandent un Planet Rap. Je leur donne un Planet Rap mi-juillet. Parce que Planet Rap marche pas très bien l'été. Ok. Les gens ont envie d'écouter de la musique. Tu vois, ils sont pas en mode freestyle énervé. Beaucoup moins en tout cas. Donc on arrête Planet Rap mi-juillet. On reprend fin août. Mhm. Et là, je leur avais donné le dernier Planet Rap de la saison. Et bon, Pour Damso. Pour Damso, et les mecs m'ont planté le matin même, et en disant, oui, comme je suis pas joué en playlist, je fais pas le Planet Rap. Après, ça, c'est pas déconnant comme argument. Mais non, mais c'est pas déconnant, sauf que si tu veux, tu le dis 10 jours avant. Oui. Il le sait 15 jours avant. Oui. Il le sait une semaine avant. Après, donc, c'était- mais il y a des gens, il y a des artistes. Dadju. Dadju m'a dit, tu me joues pas en playlist, je fais pas Planet Rap. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu comprends leur position. Ah, mais il y a pas de problème, mais ils ne le font pas. Hmm. Mais ils me préviennent pas le jour même. Après, ça, c'est une manière de faire de la com aussi. Ah, c'est une Et, manière et de c'est faire aussi la peut-être com. une manière de médiatiser ce qu'ils considèrent eux comme un problème. C'était une manière de maquiller, batterie faible. Le problème, c'est que le streaming n'était pas là encore à l'époque. Et quand il a fait sa première semaine physique, le score était vraiment très très faible. Mais bon, oui, si tu veux, c'était de la médiatisation. Donc là, tu as parlé de PR+, où du coup, ils font des lives dans le studio, mais c'est sur un one-shot. Est-ce que vous avez d'autres choses en cours pour faire mettre que le Planet Rap s'essouffle pas? Mais il ne souffle pas parce que c'est le format Planet Rap. Il est lié aux artistes. Il y a sans arrêt un turnover au niveau des artistes. Il y a 180 000. Il ne peut pas s'essouffler. Ok. Il peut pas s'essouffler. Ok. Après, Planet Rap est lié aussi à son animateur emblématique qui est Fred. Là, Fred, ça fait longtemps. C'est lui mais c'est lui. Mais fondamentalement, si dans le format, il peut pas s'essouffler. Ok. Tu verrais un Planet Rap sans Fred? Si lui veut arrêter? On sait jamais, tout est possible. Maintenant, c'est tellement lié à lui, il incarne tellement son rôle. Voilà, moi, ce que je préfère, c'est Planet Rap avec Fred. Je mets en pause interview 30 secondes pour parler de notre partenaire, Legend. Legend, c'est le fabricant idéal pour toutes vos certifications disque d'or, single d'or, platine ou diamant. Faites fabriquer vos certifications sur mesure depuis leur atelier parisien. Ils innovent avec un packaging premium qui change du papier bulle, mais aussi avec une puce NFC directement intégrée dans chaque plaque. Ils peuvent vous accompagner dans des designs innovants tout en respectant des délais serrés. Ils ont travaillé avec plein d'artistes dont Nino, Alonso, TKS2G ou Central C, mais aussi des sociétés comme Bouscapé et Netflix. Je vous mets leur Instagram en description, n'hésitez pas à passer par eux pour vos certifs. Est-ce que tu dirais que Planet Rap est aussi puissant qu'avant? Parce qu'il y a aussi un peu cette... Tu sais, des fois, de dire Planet Rap, franchement, quand tu regardes certains artistes, on n'a pas l'impression que c'est un impact de fou sur la première semaine. Donc, quel est l'impact de Planet Rap pour toi? Non, parce que je pense que la plaque sur la première semaine, c'est vraiment le travail aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc oui, l'idée originelle de Planet Rap, c'était présenter une semaine avant la sortie l'album. Mais c'était avant la sortie. Et donc on avait une exclusivité, si tu veux, sur l'album de facto. L'artiste venait pendant une semaine avant. Quand les plateformes de streaming sont arrivées, j'ai dit mais non, on oublie tout ça. Je m'en fous d'avoir une exclue, moi. Pourquoi? Mais parce que si tu veux, c'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur pour Skyrock, c'est de jouer les 30 titres du moment. C'est pas de jouer des exclus. Ok. C'est beau pour l'histoire, ça. Mais ça n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, les plateformes de stream autorisent que vous faites... Parce qu'en fait... Non, mais plateformes de stream, à un moment donné, si elles tu bloquent veux, en général donc, ça. Les mecs qui ont voulu... donc j'ai dit, très bien, on décale la semaine de Planet Rap après la sortie. On est là pour populariser. Alors, t'as quelques petits malins, Alex, Kirchhoff, qui essayaient de faire à chaque fois, et ça bloquait. C'est-à-dire que tous les contenus qu'on faisait étaient bloqués, si tu veux, en amont. Ok, parce qu'en gros, les contenus que vous sortiez avec de l'exclusivité, Ouais. Du coup, Universal les bloquait en disant c'est pas encore disponible. Universal ou les plateformes, enfin voilà. On n'est pas là. Moi, je suis pas là pour être en concurrence avec les plateformes. Et typiquement, quand vous sortez des morceaux comme Guerilla sur votre chaîne YouTube qui font des centaines de millions de vues... Ça, mais Guerilla, si tu veux, c'était d'abord Planet Rap de Soul King, Ouais. Planet Rap de Fianso. Fianso produit Soul King et le fait venir. Et là, ça part une explosion. Et il est signé par Universal 3 ans après, ou 2 mois après, pas 3 ans, 2 mois après. Et qui monétise dans ces cas-là? Et je crois que notre ami des patrons du digital a fait une petite erreur à l'époque et on n'a rien touché sur le démarrage de Soul King. En tout cas, c'est ce que m'a dit notre ami Franck Chenot. Ok. Tu vois, c'était vraiment le démarrage. C'est le titre aujourd'hui encore, hein. Souvent le titre qui fait le plus de vues de Planet Rap.
C'est absolument démentiel. Et tu dirais que l'arrivée de la vidéo sur Planète Rap a fait passer un step au format ? On a toujours voulu de la vidéo. Ouais. Depuis très longtemps. Je veux dire, on faisait les émissions avec France 4, François, on les développait, on a toujours voulu. Bouscapé est né de l'image. Que Bouscapé Fif avait besoin d'images et il venait dans les studios Planète Rap à l'époque quand on filmait pas. Est-ce que c'est pas des moments où vous, Skyrock, vous pourriez avoir intérêt à racheter un On a regardé. C'est pas moi qui me suis occupé du dossier, c'est notre back-office, Jérôme Second, qui s'en est occupé. A priori, il a estimé que c'était pas... Pas intéressant. Ouais. Parce qu'il y aurait des vrais ponts entre Ouais. deux médias, un Ouais. média mass média digital et un autre... Il y avait. Ouais. Surtout qu'ils ont une vraie capacité, je trouve, à créer d'agences. Pour revenir d'ailleurs aux autres médias rap, toi aujourd'hui quand tu regardes l'univers média rap, Je ne regarde pas. ok. Je ne regarde pas, je pense que c'est vraiment la force des réseaux sociaux, la force des gens qui s'expriment. Et des radios comme Move qui ont maintenant fermé, tu les voyais comment ? Parce Bah, qu'ils ont écoute, une audience, à un moment. je les voyais comme... c'était génial qu'une radio nationale que je paye avec mes impôts soit mon propre concurrent. C'est fantastique. Tu trouves ça déloyal ? Non, je trouve que c'est déloyal, oui, puisque si tu veux, il y avait très peu de pubs, Ouais. donc c'est compliqué. Mais quand on a nos écrans de pub, on arrive à faire plus d'audience qu'une radio d'État. En plus, autant sur la partie télé, je trouve que le service public, on peut être critique, autant sur la partie radio, je Ils sont trouve que puissants, c'est quand même c'est formidable ce qu'a fait le service public. Notamment sur tout le développement des podcasts, enfin vraiment ce qu'ils ont fait. Et en C'est termes d'audience, formidable. ça représentait quelque chose à un moment, le Move, par rapport à vous ? Il y avait une sorte Non, de concurrence ? l'ambition du Move, à départ, ça a été de faire un point au niveau national, ils ne l'ont jamais fait. Ok. Mais non, mais tu peux pas. C'est exactement... Il t'est arrivé au Move la même chose que ce qui est arrivé aux radios qui voulaient copier le format d'énergie. Ça marche pas. S'il y a déjà quelqu'un, c'est mort. Mais oui. Donc qu'est-ce qui peut détruire Skyrock aujourd'hui à tes yeux ? Non, ce qui peut détrôner Skyrock, c'est que le genre, Descendre. bien sûr, Parce que là, maintenant, vous avez tout misé sur le rap. le rap et les musiques urbaines, parce que si on parle de rap, je veux dire, l'arrivée de l'autotune, je te parle même pas de l'arrivée de l'IA, enfin, je veux dire, tu vois, la partie chantée, la partie rappée, enfin, genre, donc, les musiques urbaines. Oui, mais elles vont avoir du mal à s'épuiser, parce qu'effectivement, si par exemple demain, il n'y a plus la rafleuse ou Renoir, il y aura peut-être un game sur un Dajou. Tu sais jamais, tu connais, il y a une chose qui est fantastique avec le public, dans son intégralité, c'est que tu ne sais jamais. Comme dirait la chanson, écrite par Dabadi pour Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que j'aurais pu imaginer une descente aussi violente Du rap US ? du rap US qu'on connaît aujourd'hui? Non. Et pourtant, elle a eu lieu. Donc, tu sais jamais. Bah justement, pour revenir un peu sur ta vision actuelle du rap, on est déjà en train d'en parler, mais est-ce que tu trouves que le rap français, aujourd'hui, est dans une bonne période ? Fantastique. Fantastique. Enfin, quand tu es leader, tu es un genre musical qui représentait 15% ou 20% des ventes physiques à l'époque. Mais à l'époque, les nouveautés représentaient 60% du marché. Le back catalogue de plus de 12 mois, 40. Maintenant, le back catalogue de plus de 36 mois fait 65% du marché. Alors, je te coupe 2 secondes parce que ça, je pense qu'il faut l'expliquer. Dans le top album, tu vas avoir le back catalogue, c'est les albums. Donc là, en l'occurrence, on regarde ceux qui sont sortis il y a plus de 3 ans. Donc c'est des anciennes sorties. Et si on les compare aux nouvelles sorties, donc celles qui ont moins de 3 ans, là, ce que tu dis, c'est que 65% du marché total de la musique enregistrée, c'est du back catalogue. Donc, 2 tiers, c'est du back catalogue, 1 tiers, c'est de la nouveauté. Voilà, alors que à l'époque, si tu veux, la nouveauté représentait 60%. Comment tu expliques le changement ? Par l'éparpillement, si tu veux, de l'offre. Et puis le streaming, c'est-à-dire que le streaming, tu continues à écouter ou avant, t'achetais une fois et c'était fini. Voilà. J'ai l'impression que, tu vois, il y a 2015, 2018, t'avais énormément de très gros vendeurs, des triple platines, des diamants en pagaille. Et là, comme tu disais, il y a un an, le plus gros vente, c'était Renoir avec 200 000. Donc j'ai quand même l'impression que... Enfin là, Gims a vendu 550, Jul, plus de 500, Renoir a vendu en étant 3e l'année dernière, le malheureux, plus que ce qu'il a vendu en 2023-2024. C'était à plus de 300 000. Donc pour toi, c'était conjoncturel. Il y a eu après Covid, 2-3 ans un peu mauvais, et là, ça remonte. Non, c'était pas conjoncturel, c'est qu'ils ont été malins. Ok. Mais tu as raison, Jul et Gims ont été malins, et pour Renoir, c'est la tristesse, ça c'est autre chose. Mais tu vois, il y a un moment, t'avais PNL, t'avais Damso qui vendait énormément, t'avais Nekfeu qui vendait énormément. Très grand disque. Et tu sais quoi le dernier grand disque dans le rap français qu'on a eu pour toi ? Moi, j'aime bien la dernière partie de SCH, de sa trilogie. De Julius ? Ouais, Ok. j'aime bien. Ok.
Il n'y a pas non plus, il n'y a pas eu de très grands albums ces derniers temps. On a eu, à un moment donné, tu as une période où tu en as énormément, une période où c'est plus compliqué. Puis un artiste, c'est 3-4 albums max. Hein. Ouais. Vraiment à leur prime. Après, ils gèrent. Hein. Toi, qu'est-ce qui explique, là j'ai l'impression qu'il y a des buzz qui montent de plus en plus vite, qui redescendent de plus en plus vite aussi. Qu'est-ce qui explique, tu vois, il y a quand même des artistes, ceux qui sont arrivés dans les années 2015, 2018, qui ont tenu longtemps, qui sont encore là aujourd'hui la plupart. Tu vois, que les Niska, les Nino, enfin c'est des mecs qui sont encore au top. Beaucoup de ceux qui sont arrivés après sont montés et redescendus plus vite. Comment tu l'expliques, toi ? Talent, l'environnement, le fait d'avoir le pouvoir, le fait de rechercher le meilleur contrat, le fait de rechercher l'argent. Il y a quand même toujours une peur chez les rappeurs qui est originelle, que ça s'arrête. Et donc, je prends tout ce que je peux prendre maintenant, je le prends. Et parfois, c'est pas forcément la meilleure... c'est pas forcément le meilleur calcul. Donc, mais après, c'est une question, on verra. Là, il y a une génération qui arrive, nous, la Grinta, Rainbow, on verra. Oui, moi, je suis... J'ai l'impression que tu es assez d'accord avec ce que disait Booba dans son émission, du côté, il n'y a plus de DA, les mecs pensent savoir faire tout seul. Non, mais à 80%, je suis d'accord avec tous les clashs de Booba. Ok. Faut le savoir. Ok. C'est quoi les 20% où vous n'êtes pas d'accord ? Non, il y a des fois où il pète les plombs. Okay. Pas trop loin. Okay. Il y a des fois, c'est comme un pitbull, il a fait son titre. Là, il lâche plus la proie, et là, il va dans le décor. Est-ce que c'est pas aussi grâce à cette ténacité qu'il est encore... Bien sûr. Cette adversité. Formidable. Le rôle qu'il a joué depuis 10 ans, c'est formidable. Depuis 20 ans, c'est formidable. Même le rôle, si tu veux, actif. Et quand il a lancé au KLM Radio, t'en as pensé quoi ? Qu'il lancé derrière Goom Radio, qui n'avait pas marché. Mais parce qu'il n'y a pas de marché pour la radio digitale. Ouais. Donc, si tu veux, j'en ai pensé quoi ? Okay. Cours dans le mur. C'est très compliqué de faire une radio rentable. C'est très, très dur. Après, je pense qu'il n'a pas perdu trop de pognon, qu'il y avait des investisseurs, voilà, mais il a perdu des plumes. Tu vois, et les chapitres qui lui sont consacrés dans l'Empire ne sont pas à sa gloire à cause de ça. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je te dis ? Facile de critiquer. Hein. Au moins, il a le mérite d'avoir essayé, par rapport à beaucoup de rappeurs. Ah oui, non, mais il est courageux, le mec. Je veux dire, il a insulté Fred. Tes partenaires, il était en coprod avec De Burtel sur son premier accord Arena. Je dis, on arrête, ça suffit maintenant. Ok. On arrête tout. Vous avez arrêté de négocier avec lui on a arrêté. Le mec, ils sont allés jusqu'au bout. De Burtel était donc en gros, ce que tu dis, très inquiet. C'est que lui, il était en coprod sur son concert d'Accord Arena. Accord Arena, c'était, en tout cas, il venait de quitter Barclay, il est arrivé chez Bicose pour son... Et Bicose était coproducteur de son spectacle. Et du coup... Emmanuel voulait un partenariat, et j'ai dit OK, et puis quand j'ai écouté l'album où il insultait Fred, j'ai dit, allez, écoute, laisse tomber. Mais pourtant, tu disais tout à l'heure que même quand il t'insultait toi... Non, moi, j'ai pas de problème. Ok. Moi, j'ai pas de problème. Toi, moi, j'existe pas. Je suis pas une personnalité publique. Ok, tu restes purement business, tant que le mec il joue le jeu. C'est quand il a arrêté d'investir que t'as arrêté de le jouer. Exactement. Et là, son prochain album, il investira pas, donc tu joueras pas. Ou je jouerai pas, et il investira pas. Enfin, on a déjà eu cette discussion avec Anne Simon. Ok. Il m'a appelé la semaine dernière. Et t'as dit quoi ? J'ai dit, écoute, il a pas besoin de moi. Okay. Il a réussi Dolce Camara. Ce qui est vrai. Ouais. Bon, alors. Il est suffisamment fort. Après, il fait pas de D2C, par contre. Sur l'histoire, sur le physique, oui, c'est plus des ventes physiques telles qu'on l'imaginait auparavant. Enfin, on utilise sans arrêt des images. Tu veux. Le physique aujourd'hui, c'est surtout du D2C, c'est-à-dire de la préco digitale qui est fait sur une fanbase en amont. Après, des fois, c'est quand même intéressant de voir certains artistes où il essaie de trouver où est la faille. Et je pense que des fois, si tu achètes un album, tu en as automatiquement un deuxième, et tu trouves pas que c'est un peu forcé. Mais je te dis, dans 80% des cas, il a raison. Parlons encore musique. Tu regardes encore beaucoup ce qui se passe musicalement, ou tu te contentes un peu de regarder les tops, ou toi tu vas vraiment écouter, t'as tes propres coups de cœur ? cœur ? Moi je suis focus sur les tops. Il y a encore des trucs que t'écoutes, que t'aimes bien ? Ah oui, bien sûr. C'est quoi les derniers artistes qui t'ont intéressé ? J'ai écouté l'album de Drake. Et en rap français, t'as encore des trucs récemment que t'as écouté, que t'as bien aimé ? J'aime bien le délire de No La Grinta, moi j'aime bien Black. J'aime Black bien Cat, ça, ouais. Ok. Ouais, j'aime bien, il y a quelque chose de frais. Ok. Vraiment, j'aime bien Aaron Boy, dans son délire, j'aime bien la rafleuse. Ouais. Je trouve que c'est un bon disque. C'est un très bon disque, ouais. Tu me parles de bon disque de rap français, je te dirais c'est la pas rafleuse. un des derniers, ouais. Et voilà, c'est quand même hors norme quand tu vois ce classement, 5 semaines numéro 1, c'est beau. Et lui, typiquement, lui qui est en indé, qui se produit lui-même, est-ce que lui, il a investi pour être en playlist ? Lui, il est un distributeur. Qui lui comprend les logiques et joue. Il n'a pas un au départ. C'est pour ça qu'on l'a joué plus tardivement. Pour vous, il faut qu'il y ait un environnement. Ouais.
Ok. Tu penses quoi des Flammes? Ce que j'en pense. Je Ouais. pense que c'est un très bon nom. Ouais. Français. Ouais, ça super. Après la cérémonie, il n'y a pas assez d'argent pour que ça soit vraiment incroyable. Et à l'image, si tu veux, de ce qu'est ce courant musical. Et puis ensuite, les artistes, ils jouent pas le jeu. Ouais, c'est vrai. Il Donc, n'y a pas de gros artistes qui viennent aux Flammes. donc les mecs viennent pas. Donc tu te retrouves avec une cérémonie qui fait 80 000 téléspectateurs, c'est-à-dire qui fait 20 fois moins que Mais après, la pire des audiences Après, qui a été en- réalisée par les Victoires cette année, qui est 1,5 million. après, en digital, ça marche énormément. Enfin, en digital, voilà, c'est pas le digital qui te nourrit. Hein. On lancerait quelque chose, hein, si nos 5 milliards de vues nous nourrissaient. Donc le vrai problème, il est toujours le même. Hein. Mais il n'y avait pas un moment un projet de Skywork Awards avec Hanouna? Il en avait parlé. C'est lui qui en a parlé. Et vous étiez pas au courant? Bah, écoute, on n'a jamais reparlé. Ok. De toute façon, j'aimais pas le terme anglais. Déjà. Non, mais j'aurais pas validé un terme anglais. Ok. Bah, je pense que, si tu veux, on a développé la scène urbaine francophone. Ne mettons pas en avant, je veux dire, un nom anglo-saxon. Aujourd'hui, Skyrock, il y a quand même vos playlists, c'est quasiment que la nouveauté. Ouais. On a parlé de ta longévité, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que tu fais ça. On a parlé de la longévité de Fred, ça fait plus de 25 ans qu'il fait ça. Ouais, même 30 ans, je pense. Pour 30 ans pour Fred. Non, on a commencé en même temps que le démarrage du format, parce que Planète Rap est pratiquement lié au choix du format urbain. Donc, ouais, ça fait 30 ans même. T'as Diffoul aussi qui est là depuis très longtemps. Oui. Pourquoi Skyrock n'a pas rajeuni aussi ses animateurs? Et parce que quand, à un moment donné, tu as des gens qui sont formidables dans une équipe, pourquoi veux-tu les changer? Ok. Tu te dis pas que ça va rajeunir potentiellement. Enfin, Et tu te dis pas que surtout, t'as pas pour objectif de tu te rajeunir. dis pas que tu vas aller dans le mur. C'est ces talents-là. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont incroyables. Diffoul, il fait partie, avec Bouvard, de gens qui ont changé. Tu vois, tu as une courbe d'audience qui fait ça, lui, il fait ça. C'est-à-dire que tous, ils font ça, lui, il fait ça. Le soir, Diffoul, c'est monstrueux. Radio Libre, c'est une émission qui avait la portée de l'ensemble des réseaux sociaux. En une émission. Truc de fou. Le nombre de messages qui crépitaient, si tu veux. Et même aujourd'hui, Radio Libre est toujours la première radio musicale le soir, si tu veux, dans l'affrontement qu'on peut avoir aujourd'hui avec Énergie. C'est la tranche qui reprend le plus d'audience à Énergie. Et Fred, c'est Planète Rap, c'est mythique. Donc, si tu veux, quand tu as une équipe qui est fantastique et que tu as la chance de travailler avec des talents qui sont formidables, pourquoi changer? Ok. Change pas l'équipe qui gagne. Exactement. On va bientôt arriver à la conclusion du podcast. Est-ce que tu as des choses, déjà, avant qu'on arrive à ça, des choses dont on n'a pas parlé, dont tu aurais voulu qu'on parle? Non, on a tout évoqué, je te dis. Ce qui est important là, c'est que, le message, c'est les artistes, entourez-vous des meilleurs. Ouais. Ne pensez pas que vous êtes bon dans tous les domaines. Entourez-vous des meilleurs. Ça, c'est vraiment ce qui est le message principal qu'on peut adresser aux artistes. Ouais. Et faites attention, regardez pas le monde par le petit bout de la lorgnette, essayez de comprendre vraiment. C'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Le public, c'est pour vous qu'on travaille et c'est vous qui avez aujourd'hui votre instrument de pouvoir. Les réseaux sociaux sont là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui streamez, c'est vous à un moment donné qui faites le marché. Donc voilà, ça c'est le message principal. Et ensuite, voilà, on continue de se battre. On est première radio de France des moins de 50 ans, première radio musicale le week-end, et on essaiera d'être première radio musicale de France. Tu dis les artistes, entourez-vous, structurez-vous. Est-ce que tu as un exemple d'artiste en tête où tu te dis, lui, il a tout compris, c'est bien. Non, mais par exemple, tu vois. vois, on devait faire Planète Rap avec Boost cette semaine. Ouais, Tu vois, parce qu'on peut pas. Le calendrier Planète Rap, j'envoie à tout le monde. ouais. 6 mois avant, je leur dis voilà, Réservé. réservé. Ouais. Voilà. Et 1 mois avant que ça commence, je dirais que la moitié des Planètes Rap sur la période sont annulés. Ouais. C'est-à-dire que les mecs décalent les projets, voilà, la moitié. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Boost, stratégiquement, il faisait le Planète Rap cette semaine parce qu'il y avait un projet. Il a décalé son projet, donc il a arrêté. Il n'a pas fait son Planète Rap. Il aurait pu le faire. Il va faire quand même un truc qui est complètement dingue, Boost. C'est-à-dire que le mec commence sa carrière Et de Bercy, ouais. sur scène avec 2 accords Arena. C'est du jamais vu. Moi, à l'époque, j'étais déjà estomaqué. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Bercy, où c'était l'apothéose d'une D'aller faire carrière. Bercy, ouais. J'étais déjà estomaqué quand Rihanna et Chris Brown, je me rappelle, l'ont fait quand ils avaient 20, 21 ans. Si tu veux, mais c'était pas leur premier concert. Lui, il va commencer. Mais il a comme adversaire
la finale de la Ligue des Champions, il y a au Stade de France, il y a Damso. Bon, tout le monde, ça nécessite, et puis lui à la Corona, ça nécessite des efforts très importants de la préfecture, ce qui fait qu'il n'y aura pas de fan zone si tu veux. Et au finish, sa performance va passer un petit peu, elle peut passer un peu à côté, alors qu'il aurait dû faire, là pour le coup, son Planète Rap cette semaine pour teaser là-dessus. C'est totalement dingue ce qu'il fait. Et donc, du coup, là, tu me disais un exemple du coup de Boost qui a un gros démarrage, mais qui aurait peut-être dû faire ce move stratégique. Non, mais là, c'est important. Dans la vie, savoir faire et faire savoir. Et du coup, pour toi, quel rappeur avec qui tu as pu bosser, c'est lesquels qui avaient la meilleure vision sur ça, la meilleure vision stratégique, la meilleure vision business, des personnes où tu dis les rappeurs devraient s'inspirer d'eux. On parle beaucoup de PNL, mais est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que pour le coup, PNL, c'était faire savoir, il le faisait bien. Ouais, et savoir-faire, ils le faisaient bien aussi, parce qu'ils ont quand même utilisé une technique. Je dis PNL, quand on me posait la question sur Willy l'Ancien, mais enfin PNL sans autotune, il n'y a pas de PNL. Et du coup, là, t'as pas de nom en tête d'artistes où tu dis sont particulièrement bien structurés, bien gérés? Si, mais il y en a pas mal qui sont bien gérés ou bien structurés. Mais après, si tu veux, dans leur histoire, là, il faudrait qu'on s'intéresse à chaque artiste et qu'on développe sur chaque artiste, si tu veux, ce que j'en pense, ce que je pense qu'il a fait qui était bien. Voilà. Là, je viens de te prendre un exemple sur Boost parce que c'est l'exemple de cette semaine et que je suis frustré. Tu vois, Alonso, la semaine prochaine, on va le faire à Marseille, si tu veux, 6 jours avant son Vélodrome. L'ensemble de la semaine Planète Rap qui va être focus sur Alonso va l'être sur le Vélodrome, parce que c'est quand même fantastique qu'Alonso ait rempli le Vélodrome l'année dernière et qu'il remplisse encore cette année. C'est exceptionnel, c'est un vrai succès. Voilà, je te prends, mais pour chaque artiste, après, il y a des managements. Alonso, Sopra, par exemple, ont toujours le même management. Je veux dire, Booba et Anne Cibron depuis 30 ans. Je veux dire, les gens qui changent sans arrêt de manager, si tu veux, il y a une rupture d'historique. L'historique, l'expérience qu'on a partagée ensemble, c'est une expérience commune. Quand à un moment donné tu changes les gens, tu changes tes équipes, tu romps l'historique. Et c'est peut-être ce qui explique que beaucoup d'artistes qui partent en indé après avoir été produits par d'autres personnes, etc., en général ont du mal à faire le switch. Tout à fait, mais ont du mal à faire le switch, on ne trouve pas les gens qui sont aussi forts. Parce que faut réhabiliter aussi le rôle du producteur. C'est pas simplement le mec avec un cigare dans la bouche qui est là pour prendre ton pognon sur ton dos. Et nous, pour faire des deals avec beaucoup d'artistes, on se rend compte depuis 1 ou 2 ans qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont prêts à repartir en artiste, avec des labels indépendants, comme La Triade, comme Blue Sky, comme 9de-i, parce que justement, ils ont vu que aller en distrib, c'est bien prendre de l'argent one shot, mais que c'est très dur de gérer une carrière. Donc je pense qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer là, et qui va changer pas mal de choses. D'abord, les avances vont se rétrécir parce qu'il y a beaucoup trop de plantades, si tu veux. Parce que le genre continue de marcher, mais il y a quand même des investissements qui sont faits qui ne sont pas du tout rentabilisés. Donc oui, il y aura de nouveau. Et puis, les vrais resteront et gagneront. Et juste avant d'arriver à la conclusion, pour nous dire là-dessus, toi qui bosses avec tous les labels, c'est quels labels qui t'ont le plus impressionné en major? Quel boss de label? Non, je peux pas. Aujourd'hui, un label, aujourd'hui, le mec qui dirige un label, il signe des contrats de distrib, il a plus le contrôle. Okay. Donc moi, l'époque des labels, j'ai connu une époque où les voyages de presse, on allait à New York en Concorde. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Les patrons de labels que j'ai connus, si tu veux, c'est des mecs où la nouveauté était à 60 et où fondamentalement ils décidaient, ils produisaient. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est pas pareil d'être patron d'un label en distribution. La notion même de label, est-ce qu'elle va durer? Ça n'a pas de sens en major. La majorité sont des contrats de distrib, donc ils ont aussi des labels services. Enfin, c'est le modèle Believe qui a gagné. Tu penses quoi de ça? Pour toi, Believe, c'est... Believe, le seul problème, c'est que c'est le bas de catalogue qui répond, donc il faut qu'ils acquièrent du bas de catalogue. Ils sont dans une course-poursuite. Au rachat de master, etc. Oui, parce que sinon, ils sont quand même très, très emmerdés, à terme. On va arriver sur la conclusion. C'est quoi ton plus beau souvenir dans la musique? Plus beau souvenir de ta carrière? J'en ai pas. J'en ai tellement que j'en ai pas. T'en as pas un que tu retiens? Non. Ou peut-être un artiste avec qui tu as eu la relation la plus forte? J'ai jamais travaillé les relations artistes. Ok. J'ai toujours travaillé les relations producteurs. Ok. Plus que les relations artistes. Ok. Après, tu vois, par exemple, dans Validé, on te voit avec La Crime, etc., ou dans sa série à lui, c'est pas des trucs... La Crime, j'ai très, très, très grand souvenir avec lui. Ok. Et à l'inverse, c'est quoi ton pire souvenir de ta carrière? Il n'y a pas de pire souvenir. Il n'y a pas de moment compliqué? Non, on n'a que de la chance. Okay. Non, tu peux pas te plaindre. Je veux dire, quand tu as fait 41 ans, que tu as réussi à vivre, et à vivre correctement, si tu veux, alors que ton métier, c'est d'écouter de la musique et de la choisir. Il y a pire. Voilà.
Je suis gâté, merci vraiment toujours à tout le monde. Bah justement, j'avais la vie. J'avais un peu une question que je me posais, c'est que tu as fait toute ta carrière chez Skyrock. J'imagine que tu vas la finir chez Skyrock. J'aime présumer de la vérité. Je pense que je suis en tout cas dans la dernière ligne droite. Après, je te dis, quelle va être la longueur de cette ligne droite? Quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours, quelqu'un que t'as croisé durant ta carrière. Alors, tu vas me dire mon plus beau souvenir, je l'ai mis sous verre chez moi, parce que tu me parlais. J'ai reçu un jour un courrier de Stanley Kubrick. Dans quel contexte? Alors, et il envoyait des lettres, parce qu'il sortait la BO de Full Metal Jacket. Ouais. Donc, il prenait un courrier et dire, Laurent, je vous envoie la BO de Full Metal Jacket, signé Stanley Kubrick. Donc, j'ai gardé la lettre de Stanley Kubrick à la maison. Okay. C'est peut-être mon plus beau souvenir, tu vois. Ok, sympa. Et il y a tellement de gens qui sont inspirants. Les gens intelligents, c'est rare, mais c'est fantastique. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré pendant 40 ans. Ok. Toute dernière question. Un conseil que tu aurais donné au jeune Laurent quand il s'est lancé avec le recul que tu as aujourd'hui? Aucun. Non. Laurent, il s'est lancé dans un contexte, si tu veux, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc, tout contexte, ou alors j'aurais donné les résultats, j'aurais donné les gagnants de toutes les Coupes du Monde pour qu'ils puissent parier, si tu veux, avec Winamax et BetClick et gagner beaucoup d'argent. C'est à peu près ça que j'aurais fait. Si tu veux, c'est ça que je dirais. Ou investir dans Spotify. On verra si le modèle Spotify, je leur souhaite, sera pérenne. Je leur souhaite. Du coup, Laurent, on est à la fin de cette interview. Ouais, c'est gentil. Je te remercie d'y avoir participé. Ah, mais ça, moi, j'avais déjà reçu un cas. C'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Là, c'est notre partenaire Legends qui offre du coup un disque à chacun de nos participants. Donc voilà, tu pourras l'ajouter dans ta grande collection de disques et du coup celui-ci il a ton nom et pourra être passé dans Rap Boss. Écoute, ce sera le deuxième disque d'or qui sera dans la famille parce que mon fils s'en est fait faire un aussi pour ses 100 000 vues sur Instagram. Donc comme ça on complétera, il y aura le père et le fils. Laurent, super. Merci. Merci beaucoup, c'était super, c'était rigolo à faire. Et parfait. Merci à tous d'avoir écouté Rap Boss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rap Boss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 Médias, soutenu par le Centre National de la Musique, jingle par Franklin et logo par Maxime Masgro. Enregistrement par Grand Paris Studio. À bientôt.